J'ai toujours été très, très intrigué par la politique, très intéressé par la politique, par la manière dont on gérait certaines choses. Et ça fait certainement depuis le début des années 90 que je suis convaincu que notre démocratie va très mal et qu'on est en marche vers une forme de dictature soft, c'est-à-dire une dictature qui ne dirait pas son nom, qui aurait le goût de la démocratie, mais qui ne serait pas une démocratie. Et j'avais déjà traité ça dans un roman qui s'appelle Mon voisin, c'est quelqu'un, qui raconte la manière dont un leader d'extrême droite monte au pouvoir par la manipulation. Et dans ce roman-ci, en fait, je suis parti d'une réflexion sur la gestion des personnes âgées et la réduction constante des budgets de la santé. Et il y a trop de personnes âgées, il n'y a pas assez de jeunes pour payer des impôts et pour rentrer l'argent nécessaire, d'autant qu'on réduit toujours les services publics. Et donc, j'ai simplement tiré ce fil-là jusqu'au bout de la logique. Et sans dévoiler la fin du roman, j'imagine dans ce roman que j'ai écrit il y a 5 ans, ce qu'il pourrait advenir aux personnes âgées si on continue dans cette logique de déliquescence des services publics et de la financiarisation de tout, c'est-à-dire que même le service public est obligé de rendre des comptes comme s'il s'agissait d'une société privée. J'écrivais déjà à l'époque, mais je n'étais pas vraiment à la recherche d'un sujet de roman. En fait, ce sujet s'est imposé à moi quand j'ai découvert l'essai de Jonathan Safran Foer, Faut-il manger les animaux ? J'ai été vraiment choquée, interpellée par la manière dont on traite les animaux dans les élevages industriels. Donc j'ai continué à me documenter sur la question, j'ai lu d'autres essais, j'ai regardé des reportages, des vidéos, et j'ai vraiment ressenti un coup de poing, toute cette violence qu'on inflige aux animaux dans les élevages. Et ce coup de poing, j'ai eu envie de le retransmettre aux lecteurs à travers la fiction, en m'adressant à l'inconscient des lecteurs. Il faut dire aussi que c'est un sujet dont peu de romans s'étaient emparés à l'époque où j'ai commencé à écrire Viande. Et en fait, donc le genre du fantastique et de l'horreur s'est imposé lui-même parce que d'abord c'est un genre que j'aime beaucoup avoir peur. Et malheureusement, le sujet avec son lot de violence s'y prête particulièrement. Espèce de charogne, de pourriture. Laissez-moi sortir d'ici. Vous êtes des barbares, des sauvages, des monstres. On se calme, la reine-mère. La blouse blanche à figure de marbre vient de faire son apparition. Ce ridicule surnom dont elle m'affuble toujours me donne la nausée. Elle a beau se montrer impassible, son amusement mêlé de dégoût perce dans le son de sa voix rauque. J'aperçois mon reflet dans les verres de ses lunettes carrées. Une montagne de chair blême et flasque, presque impossible à bouger. Quand je me gratte quelque part, des répliques me parcourent l'épiderme jusqu'au bout des ongles. Heureusement, j'ai pas de miroir. Trop risqué. Un miroir, ça se brise en morceaux tranchants. Si j'en avais un pour me voir, moi aussi je me donnerais envie de vomir, je suppose. C'est l'heure de la piqûre d'hormones. On va tester un nouveau cocktail. Son faciès bovin ne dissimule pas la moindre parcelle d'humanité. Il fut un temps où je m'acharnais à répondre. Je jurais, j'insultais, je balançais toutes les saloperies que je pouvais. Je hurlais à me rompre les cordes vocales. J'ai un nom, je m'appelle Manel. Maintenant, je suis trop vaseuse pour ça. J'économise mes mots. Je les ravale, je les remâche. Ils me brûlent le gosier, me font gonfler le ventre à en éclater. Ils se dissimulent dans les replis de ma chair meurtrie, dans le tissu adipeux de mes entrailles relâchées, usées. Ils me bourrent de calmant, j'en suis sûre. Et puis, j'ai du mal à articuler correctement depuis qu'ils m'ont arraché les dents, pour m'empêcher de les mordre. Pendant des heures, des jours peut-être, je caresse de ma langue la chair boursouflée de mes gencives. Je passe mon temps assise ou étendue sur ma couche, dans mon espèce de cellule blanche dépourvue de fenêtres, à attendre les prochaines prises de sang en m'empiffrant de leur bouillie écœurante qui pue l'avoine fermentée. Mon embonpoint et mon immobilisme n'ont pas l'air de les déranger outre mesure. Ça ne doit pourtant pas être très bon pour les fœtus.
Quand j'étais gamine, les fourmilières me fascinaient. Quelle organisation! Quelle société supérieure! Tout est dans la terminologie. On nomme la pondeuse une reine, alors on l'imagine tout en haut de la hiérarchie. La belle vie. Elle ne doit pas travailler, elle passe juste son temps à pondre pendant que ses filles la soignent, la nourrissent, s'occupent de ses larves. Maintenant, je connais l'envers du décor. La reine est à la merci des ouvrières, condamnée à l'immobilité par son énorme abdomen, réduite à passer toute sa vie enfermée sous terre à pondre, à pondre, à pondre, sans répit ni repos. Elle fournit la fourmilière en bras, en chair à canon, en viande. Ce n'est pas une reine, c'est une esclave. La perspective, j'ai envie de dire que ça dépend du point de vue qu'on adopte. Personnellement, je suis partagée entre optimisme et pessimisme. Optimisme parce que il me semble que la société est de plus en plus sensibilisée à la cause animale, on est de plus en plus nombreux à s'élever contre le traitement indigne qu'on réserve aux animaux d'élevage. Donc ça c'est une bonne chose et je pense que l'évolution globalement elle est plutôt positive. Pessimisme parce qu'on peut trouver aussi que les choses n'avancent pas assez vite. Donc c'est un petit peu comme les problèmes environnementaux, j'en parle aussi dans Viande. Notre société elle ressemble un peu à un immense paquebot qui se dirige droit vers un iceberg. On le sait, mais malheureusement on ne peut pas changer de cap d'un claquement de doigts, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc c'est très frustrant, mais je pense que c'est inhérent à une démocratie, c'est inévitable que ces choses-là prennent du temps. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de terminer Viande par une fin ouverte, parce que je pense que les questions complexes ne peuvent pas avoir de réponse simpliste. La fin est ouverte et la perspective est sombre. J'enregistre cette vidéo le 4 novembre. On ne sait pas encore si Trump va être réélu, mais cela semble très probable. Donc oui, l'avenir est sombre. L'avenir est très très sombre. Pas seulement parce que Trump risque d'être réélu, mais Trump incarne la déliquescence absolue de la démocratie, le triomphe des mâles alpha et des pervers narcissiques qui réussissent à séduire énormément de gens en jouant sur les frustrations et sur le micro-narcissisme de chacun d'entre nous, surtout lorsque celui-là est frustré, lorsqu'on a l'impression de ne pas être entendu, d'être exclu. La financiarisation de la société ne va pas s'arrêter et tout ça combiné me fait redouter que cette dictature qui ne dit pas son nom ou qui finira peut-être franchement par le dire, elle est vraiment en marche avec des politiciens qui ne respectent rien, qui sont des menteurs professionnels, évidemment pas tous les politiciens. En Belgique, on n'en a pas beaucoup, mais je pense, et contrairement à beaucoup, que d'abord, ça, certains le pensent aussi, quelqu'un comme Theo Franken est quelqu'un d'éminemment dangereux. Du côté francophone, je pense qu'un Georges-Louis Boucher est quelqu'un d'éminemment dangereux lui aussi. Au grand étonnement de Geoffroy, Rambaud prit un verre et le remplit de whisky. En une gorgée, il en vida la moitié. Il fit une grimace terrible, ferma les yeux, resta un moment sous le choc de l'émotion, puis revint à la conscience avec un large sourire, vite éteint. Surtout, nous avons décidé de gérer le problème de la vieillesse. Et c'est là que vous avez joué un rôle décisif, n'est-ce pas? Nous n'allons pas refaire le débat. Il n'y a pas eu de débat. Charcot était là pour veiller à ce que rien d'intéressant ou de pertinent ne soit dit. Je vous remercie. Le représentant du ministre s'est tu et vous a laissé faire l'article. Cela ne vous choque pas? Non. Et pourquoi? Parce qu'il est vrai que j'ai apporté une certaine expertise au gouvernement pour la mise en place d'une politique qui s'imposait. N'oubliez pas, puisque vous vous dites démocrate, que cette politique a été largement approuvée et validée par la population. Rambaud, échauffé par l'alcool et sa verve, claqua des mains. Tout à fait. C'est ce que je vous dis.
l'odeur de la démocratie, le goût de la démocratie, la couleur de la démocratie, mais une dictature douce. Et comment peut-on s'opposer au projet du gouvernement, surtout lorsqu'il lui donne ce nom tellement positif, une politique gériactive ? Depuis que les politiques ont confié leur communication à des publicitaires, une vérité est apparue, mais que tout le monde refuse de voir. La politique n'est plus qu'un produit comme un autre. L'emballage compte plus que le contenu, ou pire, il masque le contenu réel. Vous êtes fatigant, Rambaud. J'ai l'impression de regarder un vieux film d'auteur du siècle dernier. Je le prendrais presque pour de la flatterie. Mais ne nous égarons pas, je vous prie. Cette politique publique de la gestion des vieux, gériactive. Il faudrait plutôt l'appeler gériative, non ? Vous savez ce qui se passe dans ces villages ? Je n'y ai jamais mis les pieds. Est-ce que le polar dystopique ou fantastique a des vertus pédagogiques ? Je pense que la fiction, en général, a des vertus pédagogiques. Enfin, pédagogiques, disons pour moi, la fiction, c'est faire se poser des questions aux lecteurs et aux lectrices. Donc, de ce point de vue-là, toute fiction est bienvenue. Par le suspense et par la prise en compte de sujets d'actualité, sans doute que le polar dystopique, ou que ce soit un polar ou pas un polar dystopique, a effectivement des résonances plus grandes. Est-ce que pour autant on peut espérer qu'un roman change le cours du monde ? Romain Gary disait que l'art est une barbarie qui aspire à finir. Ça veut dire que l'art utilise tout, même les choses les plus atroces, pour se construire, pour construire une œuvre d'art qui suscite une émotion. Et cette émotion, qui repose sur la beauté, souvent, conduit à une réaction chez le destinataire de cette création, que ce soit un lecteur, une lectrice ou un spectateur, une spectatrice, et un choc où il se dit « Mon Dieu, comment puis-je être ému par la beauté de quelque chose qui est construite sur une réalité aussi monstrueuse ?» Et donc cela peut susciter, dit Romain Gary, une réaction chez le destinataire qui va essayer de changer le monde pour le rendre aussi beau que l'art. D'où cette idée que c'est une barbarie qui aspire à finir, parce que le jour où le monde sera aussi beau que l'art, on n'aura plus besoin de l'art. Je pense que les artistes ont encore quelques siècles devant eux. On n'est pas menacé de chômage, même si la rentabilité, la possibilité de vivre de son art est de plus en plus compliquée. Mais donc, oui, cette pédagogie-là, entre guillemets, certainement, parce que la fiction, en général, et ce que vous appelez le polar dystopique ou fantastique, encore plus, joue sur deux dimensions fondamentales qui construisent l'être humain, c'est l'émotion et l'intellect. Je ne sais pas si la dystopie a des vertus pédagogiques particulières. En revanche, ce dont je suis persuadée, c'est qu'elle permet d'aborder de vrais sujets de société, d'avoir de vraies réflexions philosophiques sur des thèmes essentiels. Donc en ce sens, elle est vraiment très intéressante. Ensuite, j'ajouterais que le genre fantastique horreur, pour moi, il est vraiment intéressant à utiliser parce qu'il permet de prendre les lecteurs aux tripes. Et donner ce genre d'émotion peut permettre de participer à des prises de conscience. Avec Viande, je parle de causes animales, je parle de traitements très cruels qui sont infligés à des animaux d'élevage dans une quand même relative indifférence générale, insensibilité générale dans la société. Donc je pense que pour ce genre de sujet, c'est important d'essayer de réveiller les consciences et le thriller fantastique est un bon moyen d'y parvenir en faisant percoler des idées essentielles. En ce qui me concerne, l'écriture de Viande a eu un impact sur ma vie personnelle puisque je suis devenue végétarienne pendant que je l'écrivais. Donc voici ma question. Cher Vincent, est-ce que l'écriture de votre roman a eu une influence sur votre vie personnelle ou sur votre engagement ? Pour répondre à Noël, non, l'écriture de ce roman n'a pas changé ma vie, mais ma vie est intimement liée, tout dans ma vie est lié. Mon métier, l'écriture, l'enseignement, la réflexion, l'engagement, donc tout est un tout. Si vous voulez, le roman que j'écris, les chroniques que j'écris, les cours que je donne participent d'un seul et même effort, d'une seule et même passion qui est, comme je le disais tout à l'heure, tenter de faire réfléchir les gens en leur racontant des histoires. Donc voilà, donc ça n'a pas changé ma vie, mais ma vie est en évolution à travers
à travers les fictions que j'écris. Cher Vincent, merci pour votre question. Je suis convaincue qu'un roman peut changer le monde, ou en tout cas un petit bout de celui-ci. Je crois que si ce n'était pas le cas, je n'écrirais pas. Un roman, c'est une ouverture sur l'autre, sur la vision de l'autre. Lire, c'est élargir son horizon. Pour paraphraser Mona Chollet, je dirais que l'écriture est une forme de sorcellerie. Notre rôle consiste à débusquer dans le discours dominant les soi-disant vérités immuables que l'on prend pour argent comptant, et à les interroger, à les remettre en question. Nous jetons des sorts, nous manipulons les mots pour essayer de changer un petit peu la conscience des gens. Quant à savoir si un roman pourrait parvenir à abattre Donald Trump, j'ai peur que ce soit compliqué, puisque même l'épreuve du réel semble avoir échoué à le faire. Il nous reste peut-être quand même un espoir. Si Donald Trump l'écrit lui-même, on a peut-être une chance.